Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le rendez-nous cette semaine. Yo. Cette semaine, enfin la Switch 2 dévoilée. Oui. Enfin, Oh là là. on va parler de ça. On va aussi parler de bail du RN encore. Tu veux nous reparler du fascisme et tout, c'est ça? Bah, Bon, ok, alors, ok, ça sera ton sujet. ça sera Et- mon sujet. On va parler du PS aussi. Parce que ils se sont mis dans le même camp récemment avec une décision politique. Donc on peut en parler. Ah, voilà, tu fais genre on va pas parler de politique sur le podcast. Non, j'ai et pas dit tout. ça, j'ai pas dit ça. Et bien sûr, il y a des petites news au niveau du jeu Fallacy Quiz. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais il y a des petites news. Ouh. Et on finira comme d'habitude sur les questions, le segment questions-réponses. Donc ça, gros émission. C'est parti. Alors voilà, alors juste pour la transparence la plus totale, qu'est-ce qu'il me dit pendant le jingle? On pourrait juste attendre que l'émission commence et tout. Qu'est-ce qu'il me dit pendant le jingle? Il me dit bon bah t'as dit gros émission alors que c'était grosse émission. Je suis désolé, ça m'a trigger, je l'ai entendu. Je peux pas ne pas le dire. Non, je rigole. Eh ben, Bon, alors, je sais pas si vous suivez les actualités tech, jeux vidéo, etc. Mais juste pour faire un petit point sur la Switch 2, en fait, la Switch est pas loin d'être la première console vendue au monde. Alors, elle est à quelques millions d'exemplaires derrière la DS et la PlayStation 2. Mais en fait, la DS a eu beaucoup de générations différentes. Il y a eu 3 versions différentes de la DS qui sont comptées dans ces chiffres-là. Tandis qu'il y a eu que 2 versions et encore, c'était pas vraiment différent pour la Switch. Ah ouais. Et la PlayStation avait un lecteur DVD. Donc, beaucoup de gens ont acheté la PlayStation en se disant comme ça, on aura un lecteur DVD à la maison. Et en plus, si Joe veut jouer au jeu, il pourra jouer au jeu. Ah Voilà, ouais. donc il y a des raisons de dire que c'est sans doute la plus grosse console, en tout cas en ce moment c'est la plus grosse console de cette génération-là. Ah oui, clairement, la Switch, elle s'est vendue comme des petits pains. Enfin, c'est quoi le nombre de Switch en Plus de 140 millions. plus de 140 millions de ventes? Ouais, ok, ouais, c'est massif. Plus de 140 millions de ventes. Et il faut expliquer dans quel contexte elle est sortie. Elle est sortie alors que Nintendo allait très très mal. Parce qu'ils étaient sur un produit qui était un peu n'importe quoi. S'appelait la Wii U. Qui avait très mal marché. J'essaie de vulgariser pour les gens qui suivent pas le domaine du jeu vidéo, etc. Et en fait, ils ont sorti ce produit-là. Et au début, les gens avaient des doutes un petit peu quand même. Mais en fait, c'est un produit qui mise sur le fait qu'elle peut être utilisée soit en tant que console de salon, soit en tant que console portable. Et du coup, ça a hyper bien marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde l'a acheté. Et que ça commence à être copié. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Ça a été les seuls à vraiment faire ça jusqu'à il y a 3-4 ans environ. Ils ont sorti leur console en 2017, d'accord ? Et maintenant, tout le monde les copie comme par hasard. Et depuis 3-4 ans, il y a donc Valve, qui sont ceux qui sont à l'origine de Steam, qui ont proposé un produit concurrent. Mais il y a aussi plein de fabricants de PC qui commencent à proposer ce genre de truc. Et pourquoi est-ce que c'était si attendu, le fait de dévoiler la Switch 2 ? Tu sais, la première fois que j'ai entendu parler d'une nouvelle Switch, c'était en 2019. Ah, ça fait un moment qu'il y a des rumeurs. Enfin, ouais, je sais que toi, t'as suivi à fond le Ouais. cycle des rumeurs et des trucs et tout, mais j'avoue que là, la Switch 2, ça fait du bien quand enfin on sait que ça sort, quoi. Waouh, c'était insupportable cette attente. En tout cas pour moi. 2019, les premières rumeurs d'une Switch Pro. Alors pourquoi il y avait des rumeurs d'une Switch Pro ? Parce qu'en fait, et on en a déjà parlé dans ce podcast, il y a une sorte de volonté de la part de beaucoup d'éditeurs et de constructeurs de consoles de se dire il faut qu'il y ait les graphismes au plus haut niveau possible, sinon les gens vont pas aimer nos jeux.
Ouais. Et Nintendo, c'était les seuls qui n'avaient pas ce point de vue. Et donc, au moment où ils sortent la Switch, elle est quasiment au même niveau de puissance que la console précédente, que la Wii U. Il y a presque pas de différence en termes de puissance. C'est une console qui sort avec un processeur qui est déjà daté de 1 an ou 2 au moment où elle sort, en 2017, qui est un processeur Tegra, enfin un processeur de tablette. Ouais, leur but c'était vraiment de faire un truc pas cher du tout, hyper abordable pour les consommateurs. Mais aussi qu'il puisse être utilisé en portable. Et ils ont dit, de toute façon, nous on sait qu'on pourra faire des bons jeux là-dessus. Et effectivement, ils ont sorti pas mal de jeux qui ont bien résonné avec les gens. D'ailleurs, le jeu de lancement, c'était Zelda Breath of the Wild, qui a été vendu à 30 millions d'exemplaires, qui a vraiment bien marché. Et alors, le petit secret qui a fait fonctionner cette console, c'est que ils ont vu que la Wii U a complètement planté, c'est-à-dire qu'il y a eu que 15 millions de ventes, je crois, pour la Wii U au total. Ouf, big ouf. Ils ont pu ressortir tous les jeux de la Wii U sur la Switch, et pour la plupart des gens qui avaient acheté la Switch, c'était un nouveau jeu. Donc dès le lancement de la tablette, tous les 3 mois, il y avait un nouveau jeu, mais c'est un super jeu, tu vois. Tous les 3 mois, ils disent waouh, c'est quoi ce jeu ils sont, ouais, tu vois, ils avaient un catalogue de Mario Kart qui pouvait juste sortir. Mario Kart est sorti très rapidement, sauf que Mario Kart c'était juste la version pour Wii U avec des petites modifications, tu vois. Et donc par exemple ce Mario Kart il a 10 ans maintenant. Le Mario Kart qui est sorti sur Switch a 10 ans et pourtant c'est le jeu le plus vendu à 60 millions de ventes. C'est-à-dire qu'une personne sur 2 qui a une Switch a Mario Kart. C'est assez fou comme nombre. Bref. Après c'est la base, t'as une Switch, t'as Mario Kart quoi. Tu peux mais du coup, bah oui. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il parlait d'une version pro en 2019 ? Comme je vous ai dit, du coup, c'est parce que dès ce moment-là, il y avait la plupart des éditeurs de jeux, des publishers et tout, qui se disaient oui, on veut bien mettre notre jeu sur votre console, mais votre processeur est tout pété en fait. Donc on peut pas. Et alors, effectivement, la plupart de ces gens n'ont pas mis leur jeu sur cette console pendant un bon moment. Puis, franchement, il y a 3-4 ans, j'ai l'impression ils se sont dit bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette console. Et moi, je trouve ça trop bien que, pour une fois, ils ont optimisé leur jeu. Ils ont eu besoin d'optimiser leur jeu. Je trouve que... Moi, j'avais peur que c'est un truc qui se perde, parce que avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent bon, bah juste je fais un jeu, j'ai pas besoin de l'optimiser, etc. Mais là, t'as vu il y a le jeu... comment il s'appelle ? No Man's Sky, qui est littéralement la simulation d'un univers dans ton ordinateur. Ce jeu est jouable. Hyper impressionnant. Le fait qu'ils aient réussi à le faire tourner sur la Switch. C'est fou. Mais moi, même quand c'était Tears of the Kingdom. Ouais. Attends, le niveau, la taille de la map de Tears of the Kingdom, le niveau de graphisme, il y a eu des critiques, mais les gens se rendent pas compte de à quel point c'est une dinguerie d'avoir fait tourner ce jeu sur le hardware de la Switch qui date littéralement de 2015. Ouais. Est-ce que tu connais la théorie est-ce que tu as vu passer le mème sur Nintendo qui alterne entre une console qui est géniale et une console éclatée, une console géniale, genre t'as la N64 qui est censée être une massive failure, après t'as la Wii, j'ai entendu parler de ça, gros succès, la Wii U, la Switch, et du coup les gens sont en train de dire si t'extrapoles la Switch 2 ça va être une catastrophe parce que j'ai vu ça passer, mais bon c'est juste une extrapolation, mais oui, parce que la GameCube avait pas super bien réussi, puis la Wii qui avait marché, mais je pense que c'est juste, tu peux regarder est-ce qu'ils ont genre sur leur stratégie, tu peux expliquer pourquoi ils ont raté. Et bon, on va parler de leur stratégie pour la Switch 2. Justement, on n'en est pas encore là. Du coup, pardon d'avance, allons-y. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Incroyable. Donc on a entendu des rumeurs comme quoi ils avaient une console de prête. Genre elle est là, elle a été testée dans les backstage de conférences. C'était dans l'été 2023. Ah ouais. Putain, ça va faire 1 an et demi. Ouais, plus qu'1 an et demi. Et là, ça fait 1 an. Alors, en mars 2024, ils ont dit
ok, calmez-vous, parce qu'il y avait déjà des rumeurs de fou à l'époque. Ils ont dit, ok, on annoncera le successeur dans l'année. Dans l'année financière, donc avant mars 2025. Et donc ça... Ouais, ils ont bien attendu le dernier moment quand même. Hein. Tu sais que ça fait 3 mois et que toutes les semaines ils disent ça y est, ça va être maintenant en octobre, Non, ça y mais est, ça sera en attends, octobre. t'as des chaînes. Le truc qui me fait le plus rire là-dedans, les gens, je sais pas si vous avez vu, il y a des chaînes YouTube qui sont entièrement axées sur les infos, les leaks Nintendo et tout. Et à chaque fois, ils font une vidéo. Le titre, la miniature te donne l'impression que ça y est, il y a l'info qui est sortie, la Switch 2 a été annoncée. Tu regardes la vidéo et c'est genre 40 minutes de vide et de rumeurs. Et de spéculation. Enfin, après, bon, c'est le cas sur les jeux vidéo en général, sur ce genre de chaînes, sur des rumeurs, ou enfin, tu sais, sur GTA 6, t'as les mêmes trucs. Mais vraiment, le contenu scam, je trouve ça incroyable. Mais en général, c'est pas gênant, ça. C'est juste que là, ça fait vraiment 3 mois que c'est que des vidéos comme ça, parce que Nintendo ne lâche rien. Mais il lâche rien. Par contre, il y a des infos qui fuitent. Et du coup, c'est un des plus gros problèmes avec ce reveal qu'il y a eu. Et on va le regarder là, on va vous montrer. C'est que toutes les infos étaient déjà connues. Tout avait déjà fuité. Ouais. Bon, après, pour le grand public, il suit pas tout ça. C'est quand même une grosse annonce. Voilà, c'est pour vous dire que ce truc était attendu comme pas possible. Et là, il est sorti. Donc, on va regarder. On va mettre pause plusieurs fois pour y réagir. Toi, peut-être, tu peux regarder de ton côté. Ouais, t'inquiète, je le vois sur le stream. Okay, le podcast devient un React. Il y a tromperie sur marchandise. Non. Les gens qui nous en audio, on va vous décrire aussi, ne vous inquiétez pas. On va faire l'audio description de ce qu'on voit à l'écran pour les gens qui écoutent en audio. Après vous écoutez tous sur YouTube, donc moi je dis ça, je dis rien. Voilà, donc là on nous montre l'ancienne Switch. Alors là il y a un truc intéressant quand même. On nous montre le tout premier modèle de la Switch, on nous montre pas la Switch OLED. Parce que la Switch OLED... Ils font le comparatif. Ouais, c'est un peu trompeur parce que la Switch OLED a un écran qui est déjà plus grand que celle-là et a déjà un kickstand. Donc un kickstand, c'est le petit support derrière pour pouvoir la poser sur une table, qui est déjà de qualité aussi bonne ou voire supérieure que ce qu'aura la Switch 2. Donc... Voilà, il y a déjà. Tu sais que j'avais pas remarqué ça. T'as vu ça? T'as vu la petite astuce, Parce que là, leur but avec cette vidéo, c'est de dire, regardez à quel point ça s'est amélioré. Mais si tu compares à la OLED, tu peux moins le dire, ça. Ils vont nous faire payer une version OLED dans 2 ans. Oui, il y a des rumeurs qui disent que l'écran ne sera même pas OLED pour celle-là. Après, moi, j'ai pas l'OLED, donc je suis content. Donc voilà, donc là il nous montre, il y a de nouvelles textures sur le... Alors c'est vraiment, ils ont tout axé sur, regardez, le modèle a changé visuellement, mais à part le visuel, on n'a pas d'autres informations, quoi. On nous montre qu'il y a un kickstand. Ok. Ok, ouais, faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'animation et de sound effects et tout, parce que sinon la vidéo elle est pas très palpitante, quoi. Voilà, là l'écran est un peu plus grand qu'avant, même beaucoup plus grand, je trouve. Les Joy-Con sont plus grands aussi. Ouais, c'est quand même nettement plus grand. Ça va être plus confortable. Moi j'ai des grandes mains et j'étais gêné par les Joy-Con de la Switch. SWAT. Voilà, donc qui écoute le podcast. La différence avec l'ancienne console, c'est que... Alors je vais arrêter là parce qu'il y a un truc à dire sur ce passage-là. La différence avec l'ancienne console, c'est qu'au lieu de se glisser dans des rails, les Joy-Con vont se magnétiser sur les côtés. Mais moi avec le rail, je peux tenir la console depuis la manette, tu vois. Et j'ai pas peur qu'elle tombe. Avec les... Est-ce que tu fais partie de la team qui pense que ça va casser? J'ai vu tout le monde là qui sont en train de péter un câble sur ce connecteur en disant attendez, mais c'est sûr que le petit connecteur à l'intérieur... On en reparlera après, mais non, moi je te parle juste du fait que ça soit attaché. Donc là, ça va être attaché magnétiquement? Ça va être attaché magnétiquement, ils ont dit. Ah ouais, j'avoue. Imagine, t'es en train de jouer, le truc se détache. J'espère que ça sera assez solide, hein. Les locks magnétiques peuvent être puissants. Bah ouais, ça peut être puissant, mais on est d'accord que on s'en fiche de la puissance. Au bout d'un moment, si
si je prends la console par la manette et que je la tiens qu'avec une seule main et que je fais un petit mouvement, bah ça risque. Ouais, Bon, bref. j'imagine t'es dans Splatoon, t'es en train de rager, tu te fais tuer à 2 mètres de l'objectif et c'est la fin de la game. Et là, juste tu fais un mouvement et tu drops. Ouais, je sais pas. Faut voir, à tester. Moi, j'attends. On va essayer d'avoir des tickets pour l'événement pour la tester. Ah oui, il faudra tester de s'inscrire dessus. On va voir. Alors là, j'ai arrêté l'image sur un moment très particulier où il montre que la manette peut se poser de cette manière-là sur la table. Et elle glisse pendant la vidéo, la manette glisse alors qu'elle est posée verticalement sur la table. Alors là, il y a plein de rumeurs qui parlent de ça. Apparemment, il y aurait un mode souris sur les manettes. C'est-à-dire que tu tiens la manette comme si c'était une souris. Et tu l'utilises genre avec une souris sur la Switch et tu cliques. Tu la poses sur une surface et tu cliques. Ça a l'air très confortable, hein. Ah oui, pour pouvoir browse le web ou faire des choses avec. Ok. Non, ce serait plutôt pour pouvoir jouer à Call of Duty, par exemple. Ouais, ok, en mode PC gamer. Ouais, en mode PC. Ok. Je sais pas si j'y crois à ça. Hein. Bah, est-ce que c'est pas juste ils ont fait une animation? Moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est juste un choix d'animation. Ok. Où ils se sont dit, on va faire un petit. Mais il y a un truc infrarouge sur les manettes. Ah. Ouais. Attends, ok, ça c'est notre histoire. Je remets un peu en arrière pour le montrer. Là, il y a un petit trou et il y a un émetteur infrarouge, un émetteur récepteur infrarouge comme une souris. Comme vous avez sous vos souris, d'accord. Donc, je suis pas trop convaincu par la feature, mais bon, ok. Voilà. Et ouais, là il montre les couleurs et tout, donc voilà. Et moi, franchement, le seul truc que j'attends dans cette Switch, c'est vraiment un hardware plus puissant parce que franchement, la Switch 1, moi, on m'a convaincu, tu m'as convaincu de l'acheter. Et franchement, je le regrette pas. Vraiment, c'est trop stylé, c'est une bête de console. Le seul truc, c'est qu'il y a certains jeux où je suis limité par la puissance parce qu'il y a des grosses baisses de framerate. Il y a des bugs et tout, il y a des trucs qui sont dans Risk of Rain quand j'ai 400 000 ennemis autour de moi et quand je suis au round 25 j'aimerais bien qu'il y ait plus de puissance pour que le truc ne crache pas entre mes doigts, quoi. Donc, ouais, alors pour moi c'est ça, en vrai sur l'esthétique, sur les autres aspects du hardware et tout, tant que le truc est amélioré sur le plan de la puissance, de l'efficacité et de tout cet aspect-là hardware, moi ça me bat de fou, hein. Bah justement, pour le moment on n'a aucune information là-dessus. Pour le moment on n'a aucune information là-dessus, aucune information sur la puissance. Alors il y a juste l'autre différence dont ils n'ont pas parlé, c'est il y a un petit bouton carré en bas à droite de la manette droite qui n'existe pas sur la console existante. On sait pas du tout ce que c'est encore. Donc c'est ça les trucs dont on aimerait avoir plus d'informations, c'est le mode souris, ce bouton là, la puissance. Ouais. Et donc là il nous montre donc là c'est intéressant parce que du coup il nous montre des images de Mario Kart, mais ce Mario Kart on ne le connaît pas, d'accord? Donc ça serait un nouveau Mario Kart. Et les gens disent, regardez sur la route, sur le truc de lancement, il y a 24 zones pour que donc dans Mario Kart il y a 24 zones pour que les cartes puissent démarrer, tu sais, des démarcations. Donc ils sont en train de dire sur le prochain Mario Kart il y aura 24 joueurs simultanément. Ah. Et d'ailleurs d'accord, ok, je pensais que ça allait être genre ça veut dire qu'elle va sortir le 24 mars. quand tu regardes dans le jeu, il n'y a pas 8 joueurs, on voit au moins 16 joueurs, 15 ou 16 joueurs déjà de base dans le jeu. Ok. Donc ça, ce sera un nouveau Mario Kart. Alors du coup, ce qu'on pourrait dire sur la puissance, c'est que ça pourra faire tourner ce Mario Kart là qui a l'air d'avoir plus de polygones, mais c'est vraiment genre là on n'a aucune information, on essaie de trouver quelque chose, tu vois. Ouais, là c'est vraiment grappille. En gros, les gens ils nous ont rien dit, ils ont juste dit oui, la Switch 2 elle est là. Ils ont montré un peu la forme de la console, l'esthétique et tout, et on n'a pas d'infos sur le prix, sur le hardware, sur les spécifications. Donc bon, visiblement ils font le truc de release ces informations au compte-gouttes. Voilà, il y a une Switch 2 en gros, c'est l'information de la semaine. Le successeur de la Switch s'appelle la Switch 2, elle sort en 2025. C'est l'information qu'on a 2025, mais du coup aucun détail. 2025 c'est le truc le plus vague possible.
Alors ils ont aussi Voilà, clarifié. on promet qu'on le fera avant le 31 décembre 2025. Oui, c'est ça. Sachant que ça veut dire qu'ils vont le sortir le 24 décembre 2025. Ils ont aussi clarifié quand même pour l'utilisation des jeux. On pourra utiliser les mêmes jeux, tous les jeux de la Switch 1 sur la Switch 2. Ouais, ça c'est bien quand même. Ça c'est bien. Par contre, certains jeux fonctionneront pas, et ça je pense c'est parce que juste d'un point de vue technique, il y a des jeux qui avaient besoin de la taille de la console ou de la manette, ou certaines fonctionnalités sur les manettes qui n'y seront plus, des choses comme ça. Mais en gros, la plupart des jeux n'utilisaient pas ces fonctionnalités et pourront être joués. Et je pense que moi vraiment ça aurait été le truc où je me serais dit ok, Nintendo est genre un méchant quoi. Ouais. Ils sont dans le camp des méchants. Oui, s'il n'y avait pas la rétrocompatibilité, ouais, ce serait... Ouais. Parce que là, il faut comprendre qu'il y a 140 millions de personnes qui ont acheté la Switch 1. Si tu dis à 140 millions de personnes, tout votre catalogue de jeux vidéo, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est dur, quoi. Je pense pas que ça serait bien passé. Ouais, heureusement qu'il y a ça. Tu penses que du coup, pour Risk of Rain 2, ça va passer? Je pourrais... Eh ben, ça, c'est l'autre grosse question. On n'a pas d'informations sur est-ce qu'ils vont faire un mode de compatibilité en disant on va essayer que ça tourne exactement comme la Switch 1. Ouais. Ou est-ce qu'ils vont dire les jeux sont optimisés pour tourner au mieux possible sur la Switch 2 en utilisant toutes les compétences de la Switch 2. Parce que peut-être que y a pas mal de personnes qui parlaient de la rétrocompatibilité et qui disaient ce n'est pas possible car ils utilisent une nouvelle architecture sur leur carte graphique. Donc, ouais. la grosse question, c'est comment ils ont dénoué ce problème? Est-ce que juste ils ont réussi à faire tourner le truc et c'est bon et du coup ça va pouvoir utiliser toute la puissance de la console? Ou est-ce que c'est une sorte d'émulateur et en fait on aura exactement la puissance de la Switch et c'est tout quoi? Ou est-ce que artificiellement ils vont limiter la console sur les anciens titres pour te dire mais si tu veux le jeu en 60 images par seconde, achète le nouveau jeu? C'est aussi une possibilité. Ça serait horrible. C'est aussi une possibilité parce que sinon ils vont être en compétition avec leurs anciens jeux, mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah ouais, peut-être qu'ils ont une puce de la Switch dans la Switch 2. Non, parce qu'il y a les trucs ont tellement leaké qu'on a la photo de la carte graphique, de la carte mère de la console déjà. Donc on est sûr qu'il n'y a pas la puce, juste le truc de mettre la puce. Non. Parce qu'apparemment ils ont fait ça avec la Wii. Oui. La Wii contenait la puce de la GameCube. La Wii, mais il y a pas que ça. Il y avait la DS qui contenait toute une GBA, toute une Game Boy Advance sur la DS, ce genre de choses. D'accord. La première fois, ouais. Voilà. Okay, en tout cas, moi, tant que je peux aller au-delà du niveau 20 sur Risk of Rain 2, sans que le truc tombe à 20 FPS, là, moi, je suis content. Ceci est une intervention. Moi, je suis prêt à donner tout mon argent. Ceci est une intervention. Joue un peu moins à Risk of Rain 2. Non, le pire, c'est que je joue pas parce que il y a un problème à partir du niveau 20-25 dans ces eaux-là. D'accord. C'est juste pour flex que t'arrives au niveau 20. Moi, je suis prêt à retomber dans l'addiction, mais il faut que le produit soit bon, en fait. Quand vous êtes addict, au moins soyez addict à un truc qui est de qualité. Alors moi, je dis ce que le message du podcast aujourd'hui. Je vais dire ce que non, c'est pas le message. Je vais dire ce que j'en pense. Moi, je suis un peu déçu quand même. Ah. Parce que cette annonce, déjà, on l'a dit déjà, on l'a déjà dit, cette annonce dit rien. Ok. Et même si beaucoup de gens disaient il faut absolument pas que Nintendo fasse de gimmick, il faut juste qu'il fasse une console plus puissante et c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait comme gimmick. Moi, je suis fan de la 3D sur la 3DS, je suis fan des motion control sur la Wii. Je suis intéressé par l'idée d'un gaming asymétrique sur la Wii U. Mais seulement intéressé. En théorie. En théorie. Mais du coup, voilà. Là, qu'est-ce qu'on nous propose? Parce que, oui, c'est bien que ce soit juste le truc qui a marché en mieux, mais j'ai pas non plus envie que ce soit la même chose. Pour le moment, en tout cas, si tu me dis voici la console, j'ai aucune raison de vouloir ce hardware tant qu'il n'y a pas un jeu qui m'a été présenté qui va m'intéresser et qui sera pas sur l'ancienne console, tu vois. Alors qu'il y a d'autres consoles, même s'il n'y avait pas de jeu. Tu sais que la 3DS, quand je l'ai acheté, j'ai pas eu de jeu pendant
4 mois, 3-4 mois. J'ai ouais eu la console 3DS. D'accord, attends, je l'ai là. J'ai toujours une 3DS. À chaque fois, il faut à qu'il portée de flex. main. Il faut qu'il flex sa collection. J'ai eu cette console, d'accord. Et pendant 4 mois, je n'avais pas de jeu dessus. Et j'étais dans tous les menus. Je connaissais les menus par cœur. J'essayais toutes les fonctionnalités cachées, etc. Et parce qu'il n'y avait aucun jeu de qualité dessus. Mais le seul concept de la console m'a plu, tu vois. Là, Ouais, non. J'avoue qu'il n'y a pas un nouveau truc. Après, bon, ça fait un moment que les consoles, genre tu me diras sur la PS5. Mais eux, c'est Il y parce avait que quoi justement, comme eux, argument ils innovent pas. Enfin, si, ils ont innové. Ils ont mis le trigger haptic feedback. Ouais, Bon. avec différents niveaux de. Bon, ouais, bref. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus la lance la plus excitante de tous les temps, on va dire. Hein. Mais ils pourraient. Moi, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Bah, bien sûr, mais pourquoi ils ont pas juste fait un événement où ils révèlent en même temps les jeux, le niveau de puissance, le prix et tout? Je pense, enfin, je sais pas, en termes de communication. Je pense qu'ils ne voulaient pas parler de cette console avant fin mars. Et qu'ils se sont sentis obligés de le faire parce que de toute façon, toutes ces infos qu'ils nous ont montrées ont déjà leaké. On a déjà tout vu de ce qu'ils vous montraient, donc ils veulent contrôler quand même le truc. Ils veulent qu'il y ait une info officielle, etc. Parce que sinon, les leaks, ça allait trop loin. Hein. Tu sais que au Consumer Electronics Show, CES, Ouais. il y a littéralement un créateur d'accessoires, donc de coques, etc., qui a dit qu'ils avaient une Switch 2 et qui ont montré un modèle 3D, exactement le modèle 3D qu'on voit là, imprimé en 3D. Oh non. Et ils l'ont montré à tout le monde sur le floor. Et à ce qui paraît, des journalistes ont dit avoir assisté à ce moment-là. Un avocat Nintendo en personne est allé leur demander d'arrêter leur conneries. Ouais. C'est beaucoup trop marrant. En même temps, je comprends. Enfin, tu as envie de contrôler ta communication et tu as juste des fournisseurs comme ça qui. Bon, mais c'est un classique, c'est un grand classique. Voilà, donc. Bien qu'à un moment, quelqu'un leak le truc. Bah oui. Mais donc, pour le moment, je suis pas sur le train de la hype encore. Et j'espère qu'on en verra plus. Mais. Ouais. J'avoue. Moi aussi, je vais attendre avant de rentrer dedans. Après, bon, je vais probablement l'acheter quand même, mais on verra. Ok. Yes. C'était alors, la news de la semaine sur la Switch 2. On passe. Voilà. Voilà, donc elle est révélée. On vous dira dès qu'il y a de. Alors, oui. C'est ça encore plus frustrant. Quand est-ce que ce sera les prochaines infos là-dessus? Dans 2 mois. Le 2 avril. Dans 3-4 mois. Attends, janvier. Ouais. Oh là là. Bon, ok. De toute façon, c'est comme pour GTA 6. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour GTA 6? Bah rien. C'est vrai. Attends. Je crois que c'est exactement le même concept que pour GTA 6 parce que ils ont montré un trailer qui m'avait pas hypé du tout, qui présentait rien de plus que ce qu'on attendrait d'un GTA. Et ils ont repoussé le jeu 3 fois et on n'a plus aucune nouvelle. Donc ouais, c'est je sais pas, si au moins on est dans la timeline où toutes nos grandes villes vont brûler les unes après les autres avec le changement climatique et on va juste être là à recevoir des vidéos de catastrophes naturelles, de gens qui vont les filmer et on va voir les catastrophes se rapprocher petit à petit de nous. Tu veux détruire la vibe à travers les clips Twitter qu'on va voir qui vont juste se rapprocher de nous jusqu'au moment où ça sera nous en train de filmer l'ouragan qui va nous détruire. Si c'est ça la méta, et la méta c'est la montée du fascisme dans le monde, au moins donnez-nous des bonnes consoles, des bons jeux et des trucs pour se divertir chez nous entre temps en attendant quoi. Écoute, d'accord. C'est le podcast où j'ai le hoodie noir, où j'ai les écouteurs comme si j'étais un lycéen de 15 ans en train d'essayer d'écouter de la musique en me cachant du prof. Donc j'ai le droit d'être doomer, ok? C'est l'esthétique. J'adore parce qu'il y avait t'as pas cette impression qu'il y avait une sorte de pacte entre ce lycéen et le prof, où le prof avait grillé le lycéen, mais ils savaient tous les deux qu'il fallait juste faire comme s'il y avait rien qui se passait et que ça serait mieux pour tout le monde. C'est la technique de l'écouteur dans la manche, mec. Tu l'as fait ça ou pas? Non mais comme ça. Tous les profs savaient.
tous les profs savaient, mais ils savaient que si tu me dérangeais alors que je suis en train d'écouter ma musique, et bah ça sera pire pour toi en tant que prof en fait. Parce que bon bref, on va pas rentrer dans les anecdotes de ce qui s'est passé au lycée. C'est encore pire que si t'avais rien dit du tout. Maintenant on se demande, d'un maintenant on certain imagine. grippin, on va pas se parler d'un certain grippin qui a été placé au fond d'une classe et d'une distribution de bagels qui a été effectuée au milieu d'un cours. Bref. T'en as trop dit. Ok. Donc, avant de passer au prochain sujet, je vous rappelle le concept de l'émission. C'est une émission qui veut vous faire participer. À la construction en commun. La co-construction en commun de l'émission. Et pour ceci, vous avez la possibilité de soutenir l'émission si ça vous plaît, en faisant un don sur le lien, soit vous l'avez déjà, parce que vous êtes futé, soit sinon vous pouvez le trouver en description ou dans le chat. Et avec ce lien, avec ce don, vous pouvez poser une question et on y répond dans le segment questions-réponses de l'émission. Basé. Et des fois, c'est des questions catastrophiques et on y répond quand même. Souvent même. C'est un peu le concept. Alors, ensuite, parle-nous du sujet. Alors, moi, les gens, cette semaine, il y a un truc dont je voulais parler. Je sais pas, parce qu'en fait, je vais en parler parce que les médias en ont pas du tout parlé, les médias mainstream, alors que, je sais pas, ça semble être un truc important. C'est le truc des députés RN qui ont été retrouvés dans des groupes Facebook, des membres de groupes Facebook qui étaient juste des groupes Facebook de racisme pur, en gros. Donc voilà, dans une ambiance où, après la mort de Jean-Marie Le Pen, voilà, on a des ministres qui ont dit « Oh, c'était un homme important de la vie politique française ». Des hommages. On a des gens qui ont rendu hommage, des gens qui ont dit « Oui, il a eu des petites controverses, ok, mais bon, globalement, quand même, hein, il était aimé, il était charismatique, il était un personnage important, etc. etc. » Enfin, en gros, une sorte de participation à la dédiabolisation du RN par les plus hautes sphères de l'État et les médias mainstream. Je pense que c'est bien parfois quand même de se rappeler de qui sont les membres de ce parti exactement et qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre. Là on sait explicitement qui c'était sur les groupes. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, c'est une révélation qui date du mois dernier, mais on est encore un peu en train d'écrire des choses dessus. Donc, c'est les jours qui ont révélé ça au départ. 15 députés RN font partie d'un groupe Facebook intitulé Rassemblement National Direction 2027, où en gros, tu as plein de messages de folie dessus, quoi. Donc, la description du groupe sur Facebook, c'était « Groupe réservé aux amoureux de la France qui en ont assez de l'islam et de sa haine envers nous. » L'auto-victimisation permanente. D'accord. Mais du coup, t'as pas mal de propos racistes. Donc, retourne dans ton cocotier bamboula. Vous appelez ça vraiment un être humain. Même mon chien se comporte mieux. Ils sont vraiment nuisibles, c'est noir. Waouh. C'est le type de commentaire que tu as en dessous des vidéos postées dans le groupe et tout. Et c'est un groupe ouvert à tous ou il fallait être coopté ou comment ça se passe? Alors, je suis pas sûr de cet aspect-là. D'accord. Mais ceux qui étaient dans ces groupes-là, ils avaient un rôle administrateur, ça se passe comment? Ou juste ils y c'est étaient... ça le truc en fait, c'est... Donc, attends, donc il y a deux affaires parce que depuis le 13 janvier 2025 se tient à Paris le procès en appel de 9 membres d'un groupuscule d'extrême droite nommé les Barjols. Ils étaient particulièrement actifs sur un groupe Facebook dont la liste des membres affichait plusieurs élus RN. Et ensuite, à la révélation des jours apparemment, du coup, c'est un autre groupe. Ces deux affaires en ligne ont un point commun. Guillaume Florquin, le travail d'investigation mené par les journalistes des jours a mis en lumière son appartenance aux deux groupes Facebook mis en cause. Ce dernier les a quittés depuis. Parce que ça, il y a une nouvelle info sur un autre groupe cette semaine, en gros. Donc,
6500 membres dans le groupe. Donc 6500 membres, c'est un groupe privé. Je vois là le screenshot du groupe, donc c'est un groupe privé. Donc ouais, il faut faire un effort pour être dedans. Enfin, c'est le groupe privé, en gros, du RN, hein, parce que le titre, c'est Rassemblement National, Direction 2027. Et c'est des gens... justement, est-ce qu'on est sûr de ça ? Est-ce qu'on est sûr de ça ? Alors... Après, il y avait des députés du RN dedans, donc... Je pense que si c'était pas... Ok, là, c'est ça le problème. C'est que si ça avait été un groupe, genre... si toi aussi, tu n'aimes pas le café le matin ou des trucs comme ça... et qu'ils avaient été dedans et que après ils auraient pu dire regardez, moi j'étais sur ce groupe parce que le concept était marrant, mais je peux pas savoir ce qui est posté dessus, donc c'est pas de ma faute et c'est pas grave si je suis sur ce groupe. Là ils auraient pu dire ça, mais là eux-mêmes sont députés du Rassemblement National et sont sur un groupe qui s'appelle Rassemblement National. Donc si ce groupe n'était pas officiel du Rassemblement National, ils l'auraient tout de suite fermé. C'est ça, genre ils l'auraient fait fermer. La communication de ce groupe donne juste l'impression que c'est un truc officiel. Enfin, si des députés sont dedans et qu'ils continuent à s'appeler Rassemblement... Je suis désolé, je pense que c'est indéniable comme concept. T'as des députés du Rassemblement National qui sont dans un groupe qui s'appelle Rassemblement National. Si le truc n'était pas officiel, ils seraient pas dedans ou le truc aurait été fermé, non ? Ou renommé ? Ouais, je trouve ça logique, ouais. Ok, du coup ils ont été trouvés dedans, ouais. Donc, enfin, après, bon, il y a d'autres propos, hein, genre Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer. Enfin, en fait, bon, après, je sais qu'en fait, ce genre de truc, il y a des gens qui vont dire oui, mais attends, mais en fait, les propos racistes, les phrases complètement lunaires, comme ça sur Internet, dans des groupes d'extrême droite, c'est le truc commun tous les jours et tout. Mais je veux juste rappeler quand même que on parle des députés. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu cette réalisation dans pas mal de gens, dans pas mal de Français au moment des législatives, tu sais, quand il y a eu plein de petits candidats RN dont on parlait pas trop et les gens ont dit en fait c'est bizarre, elle a quand même des photos d'elle où elle est dans un costume du Troisième Reich avec l'uniforme SS, c'est bizarre, on a des vidéos d'elle en train de dire des dingueries racistes, etc., tu vois, pour plein d'élus. Et je sais pas, j'ai l'impression il y a un tel travail de dédiabolisation, de remixage complet de l'image du RN qui est fait par les médias mainstream, qu'il faut le rappeler quand le vrai visage est révélé sur des trucs comme ça, tu vois, sur ce genre de groupe, je me souviens des anciens tweets qui avaient été sortis de trucs antisémites, de trucs, etc. Mais ça, dans ce groupe-là, c'est tout ce qu'on cite là, c'est des trucs hyper récents, hyper actuels, sur lesquels il y a aucun doute, hein. Et bien sûr leur défense, mais ça c'est va pas être, leur non mais en fait on savait pas c'était quoi. Voilà, ils vont dire c'était pas notre but de tenir ces propos, et c'est pas eux qui les ont tenus et c'est des gens dans le groupe qui les ont tenus. Donc ils vont dire c'est pas nous, c'était des gens dans le groupe et on savait pas quoi. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Bah c'est facile. C'est genre ok. C'est ok, donc tu restes dans un groupe qui est au nom de ton parti avec 6500 membres, un groupe privé, il y a des dingueries racistes et tout, et bon. Moi, je veux dire, il n'y a pas besoin de spéculer sur le racisme ou non de ces gens. Enfin, tu prends n'importe quel élu du RN, tu trouves des propos ouvertement racistes pour une majorité d'entre eux à un moment dans leur carrière, hein. Qui sont supprimés régulièrement juste à l'approche des élections. Bien sûr, il y a un nettoyage en permanence. Vous vous souvenez, il y avait Mediapart au moment des législatives 2024 qui avait révélé des tableaux en interne du parti où ils avaient fait des listes genre est-ce que ce candidat il est assez clean ou pas pour le présenter publiquement, et il y avait des notes du style c'est un boomer complotiste Facebook, elle c'est une antisémite notoire, parce qu'ils font un travail de nettoyage en interne en permanence en fait pour essayer de maintenir cette image d'un parti qui ne serait plus un parti raciste, qui serait plus un parti antisémite, qui ne serait pas islamophobe du tout, hein, ou pas homophobe du tout, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est un travail permanent. Donc voilà, apparemment, là, encore une fois, il y a eu un dérapage et il y a eu un... En fait, je n'aurais même pas utilisé le mot dérapage. Le mot dérapage, il sous-entend que c'est un truc inintentionnel. Un démasquage, peut-être. C'est un démasquage, voilà, c'est plus précis. Ouais. Donc, voilà. Et bon, la rhétorique habituelle du RN sur ce genre d'individus, pour sécuriser leur image, c'est « Ah, mais c'est des brebis galeuses,
c'est des exceptions, etc., etc. C'est juste qu'en fait, les exceptions, elles sont toujours là, année après année, après année, après année. Les propos racistes sont là, année après année, après année. Enfin bref, voilà, je pensais que c'était bien. J'ai vu, du coup, dans les médias mainstream, j'ai vu presque personne parler de ces révélations des jours. Ouais. La seule personne que j'ai vu vraiment en parler, en fait, c'est Mathilde Panot, qui l'a sorti dans une conférence de presse et a vraiment cité ces propos-là et a juste rappelé qu'en fait, les députés RN sont dans des groupes Facebook racistes. Et 6500 membres quand même, hein. Ouais, en plus de eux-mêmes avoir des propos racistes régulièrement. Non, parce que juste, c'est important de le mentionner que c'était 6500 membres. Parce que si c'était 15 personnes, tu pourrais dire, ouais, bon, c'était 15 personnes entre elles et ça a déraillé et ils s'en étaient pas rendus compte. Non, là, il y avait 6500 personnes et les propos sont restés pendant plusieurs mois sur la page. Sur ces 6500 personnes qui ont rejoint le groupe qui s'appelait Rassemblement National Direction 2027, aucun membre, enfin, ça n'a pas posé de problème aux 6500 membres qu'il y ait ces propos dessus. Enfin bref. Ok, bah écoute, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que moi je parle avec des gens et sur plein de sujets, il y a un accord de fond avec les gens. Donc on va parler de social, on va parler de redistribution des richesses, le logement, éducation, tu vois, santé surtout. Et les gens sont d'accord avec moi. Et du coup, c'est dans un premier temps de la discussion, ça me fait plaisir. Je me sens content. Je me dis, la personne, elle est cool, on peut discuter et tout. Et puis après, dans un deuxième temps, moi, je fais souvent basculer la conversation vers comment on fait pour mettre en place ces idées, tu vois. Parce que j'aime pas être juste dans l'incantation de ça serait bien. Non, je dis du coup pendant les élections tu voterais plutôt pourquoi? T'as raison, ouais. Et par contre, et là ça déraille parce que là il y a une désinformation de masse qui a été mise en place où je sais pas si vous vous rappelez à quelle puissance il a été créé une aura autour de la France Insoumise. Comme quoi ce serait un parti antisémite. Donc pendant vraiment des mois et des mois aux européennes puis aux législatives. Depuis le 7 octobre, il y a cette propagande. Ouais, mais beaucoup plus violemment pendant les campagnes électorales, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un truc qui remonte depuis le 7 octobre. Et à partir de là, en parallèle, il y a aussi une dédiabolisation. Alors là, c'est pas depuis le 7 octobre, hein, la dédiabolisation du RN, elle remonte à Sarkozy. Que sous Sarkozy il y avait des appels du pied de la droite vers l'extrême droite pour essayer d'avoir une partie de leur électorat, du coup ça finit par normaliser en fait de plus en plus les idées d'extrême droite puisque elles ont commencé à apparaître à droite. Donc si elles commencent à apparaître à droite, tu peux plus avoir une démarcation claire entre une droite républicaine comme Chirac qui avait dit qui était clairement contre l'extrême droite et une extrême droite. Non, ça a disparu. Et à la suite de ça, à chaque fois il y a une dédiabolisation jusqu'au second tour des élections présidentielles où là ça y est, c'est rediabolisé instantanément. Mais ce qui fait que dans l'inconscient collectif, Marine Le Pen c'est pas comme Jean-Marie Le Pen, le RN ce n'est pas le FN. Ils ont littéralement changé de nom pour faire genre ça y est, c'est un nouveau truc. Et du coup, quand tu parles. C'est toutes les mêmes personnes qu'avant, certaines figures. Et qu'ils ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen. Tous. Et Marine Le Pen vient de dire la plus grosse erreur de ma vie, ça a été d'exclure Jean-Marie Le Pen du parti. C'est fou. Comment ça marche? Comment tu tiens toutes ces positions de façon cohérente? À la fois. Mais ouais, et du coup, quand je parle avec la personne, elle va commencer à me dire du coup, c'est vrai que sur ces idées-là, je vais voter je vais peut-être regarder ce parti, ils sont sympas, ils proposent, machin. Et là, c'est compliqué parce que c'est à toi. En fait, c'est ça qui est fatigant, c'est que c'est à toi de faire le travail qui est normalement le travail des journalistes, qui est normalement le travail de l'école, qui est normalement. Tu dois faire à la fois le travail de l'école sur la culture historique des courants politiques et le travail de journalisme à propos des courants actuels et du fait qu'ils se replacent là-dessus. C'est-à-dire, même si tu lui dis d'extrême droite et que c'est fasciste, on est au stade où les gens se souviennent même pas de ce qui était
le Troisième Reich et ce qu'a été la France et pourquoi l'extrême droite c'est pas bien et tout. Je vous conseille d'aller voir l'épisode de la semaine dernière pour avoir plus d'infos à ce sujet. Ouais, on a plus parlé de ça la semaine dernière. Ouais. Mais du coup, c'est à toi de faire tout ce travail. Et dans une discussion, ça peut être fatigant pour toi et pour la personne en face. Et deux, des fois, t'as pas le temps de le faire. T'as pas le temps. La personne en face te laisse pas le temps parce qu'au bout d'un moment, vu que tu dois donner, tu fais de l'infodump de fou sur la personne. Au bout d'un moment, t'as l'air de passer pour un fou. Parce que la personne se dit mais attends, mais en plus si t'es la seule personne dans tout son entourage qui regarde pas BFM TV et qui du coup va lui dire ça, tu te retrouves dans une situation où tu passes pour quelqu'un qui a un avis extrême parce que tu dis les termes tels qu'ils sont, tu vois, et tu passes et du coup tu dis, vu que c'est toi qui as un avis différent par rapport à tous les gens autour de lui, il va dire ouais il est bizarre lui quand même, alors que tu dis juste les faits, tu vois. Ouais. Là il y a une très bonne vidéo de Osons causer. Franchement, là, le travail était super sur ce coup-là. Ils ont sorti une vidéo sur leur chaîne YouTube là, cette semaine qui revient sur tout un tas de faits historiques sur le Rassemblement national, Front National. Et d'ailleurs, je note aussi dedans que on voit clairement que Jean-Marie Le Pen lui-même, dans les années 80, tentait déjà la stratégie de la dédiabolisation, refusait déjà l'étiquette de l'extrême droite en disant non, pas du tout, le Front National n'a jamais été un parti d'extrême droite, mais genre du style quelques années après la fondation avec des ex-Waffen-SS, où le gars il est toujours en train de dire est-ce que les chambres à gaz c'est une réalité historique, oui ou non, on n'est pas sûr, et ce genre de propos. Et le gars, même dans ces années-là, disait déjà c'est pas un parti d'extrême droite, on n'est pas un parti, on est un parti juste de patriotes qui aiment notre nation. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes éléments de langage qui sont utilisés par Marine Le Pen et par des médias mainstream aujourd'hui pour dédiaboliser. Enfin, en fait, tu vois bien que la stratégie de dédiabolisation était déjà tentée, mais c'était dur. C'était beaucoup plus dur quand c'était Jean-Marie Le Pen parce que lui faisait des propos dans les médias, avait des propos dans les médias où c'était très très dur de convaincre une majorité de Français que c'était pas juste un gros raciste animé par une haine des minorités, par une haine des homosexuels, une haine des femmes, une haine des personnes non blanches, etc. etc. Et je rappelle aussi, on a oublié ça, mais Jean-Marie Le Pen, il sortait des phrases du style l'avortement est une aberration, en tant que catholique, je m'oppose au meurtre de masse que sont l'avortement. Et il parlait comme, tu sais, aujourd'hui on associe ça plutôt aux républicains américains, ce genre de rhétorique sur l'avortement, comme quoi c'est la première cause c'est le premier nombre de meurtres aux US, ce serait l'avortement, ce genre de rhétorique, de considérer que les avortements c'est un meurtre d'une personne au même titre qu'une personne qui est née et tout. Non, mais surtout qu'il était ouvertement affilié au nazisme, Jean-Marie Le Pen. Ah oui. C'est moins direct avec Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait fait l'édition et la mise en vente de disques de chants fascistes sur un label qu'il avait créé. Je sais pas si tu te rappelles de ça. J'ai entendu peu de gens en parler. Tu sais, on a ressorti tous les trucs, mais quand même, Jean-Marie Le Pen avait sorti le Troisième Reich, voix et chant de la Révolution allemande. Et il avait été accusé en qualifiant le nazisme de la Révolution allemande. Il avait été accusé d'apologie de crimes de guerre et condamné à 2 mois de prison et 10 000 francs d'amende pour apologie de crimes de guerre. Donc c'est compliqué de dédiaboliser quelqu'un qui sort littéralement un nom une maison de disques qui a des discours de Pétain, des chants fascistes italiens et des bandes sonores de procès enregistrés clandestinement. Voilà, c'était... on va dire que tenter la strate de dédiabolisation quand en même temps t'as des propos comme ça, enfin t'as des actes comme ça ouvertement nazis, c'était plus compliqué. Enfin, clairement les fascistes modernes dans le nouveau RN sont un peu plus intelligents sur le plan stratégique, même s'ils partagent sur le fond les idées, les objectifs politiques que Jean-Marie Le Pen avait déjà à l'époque. Mais bonne vidéo de Osons causer, vraiment allez la voir. Il y a beaucoup d'éléments factuels, beaucoup de clips vidéo, de passages médias, de même tu vois Marine Le Pen elle-même il y a 10 ans dire des trucs sur le grand remplacement. Aujourd'hui, tu sais, ils essayent quand même de pas trop utiliser le terme grand remplacement dans leur rhétorique. C'est plus un truc que Zemmour va dire ouvertement. Mais en fait, il y a 10 ans, Marine Le Pen disait grand remplacement beaucoup plus ouvertement
qu'aujourd'hui. Donc même sur cet Ouais. aspect-là, ils essaient de calmer leur rhétorique. Les idées sont exactement les mêmes. Les personnes membres du Rassemblement national sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Les candidats, vous voyez à chaque fois qu'il y a des candidats dans les législatives, que la moitié, ils ont déjà eu des propos complètement lunaires sur l'homophobie, sur l'antisémitisme, sur le racisme. À un moment, il faut comprendre qui sont ces gens. Et il faut comprendre qu'est-ce qui anime les gens qui votent pour ces gens. C'est principalement le racisme qui anime ce vote. Et franchement, ceux qui vont voter pour ça après avoir eu une discussion avec toi, même une discussion animée, etc., genre, remettez en question ces personnes. Peut-être il y a autre chose que j'ai pas compris, je regarde BFM TV, je sais pas. Genre, au bout d'un moment, si tu lèves un signal d'alarme une fois, 2 fois, 3 fois et la personne s'obstine à aller voter pour ce parti-là, voilà quoi, peut-être la personne est juste profondément raciste et le cache aussi, hein. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup de gens qui, déjà, très peu de gens sont racistes et le disent publiquement. Parce que c'est un délit, c'est pas légal de le faire. Et ensuite parce que c'est mal vu, et ça c'est une bonne chose, il faut continuer que ce soit mal vu. C'est une catastrophe, tous les gens qui sont racistes, c'est une catastrophe. Et du coup, il y a beaucoup de gens, même dans votre entourage, qui sont sans doute racistes. Et tu sais, c'est des trucs que tu vas voir de manière insidieuse au bout d'un moment. Tu sais, par exemple, tu dis attends, mais ça serait quel problème si la fille d'un tel sortait avec cette personne, tu vois? Ouais. Tu vois? Ou genre, ou les gens qui vont exclure du groupe certaines personnes et on sait pas trop pourquoi. Et en fait, quand tu réfléchis... Ouais, genre, pourquoi t'as pas invité machin? Bref. Ou des petites phrases, genre, toi, tu viens de tel pays, mais t'es bien quand même. Genre, tu sais, des trucs comme ça. Oh, merde. Comme quoi, il y en a des bons, tu sais, ce genre de phrases catastrophiques. Bref. Je voulais revenir sur un moment, d'ailleurs, en Ouais. parlant de ça, moment de débat de cette semaine. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de frontalement poser la question à quelqu'un qui défend ces idées-là. Donc je débattais avec quelqu'un qui se dit apostat, mais en fait qui est plus un militant d'extrême droite Ouais. sur le fond politique. Et le sujet est arrivé sur... donc la personne défendait la théorie du grand remplacement. Et j'ai juste posé tout simplement la question, ok, s'il y avait une majorité de personnes racisées non blanches en France, si ça c'était plus 50% de la population, quel serait le problème ? Est-ce qu'il y aurait un problème? Et si oui, lequel? Et la personne a dit oui, Et il y aurait là, un il y a problème. juste eu un énorme bug dans la conversation, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la question qu'il faut poser à tous ces gens qui défendent cette théorie, qui votent extrême droite, qui sont complètement matrixés. Parce que ils sont obligés, si tu veux répondre à cette question, si tu penses que c'est un problème et tu veux répondre sur pourquoi ce serait un problème, t'es obligé de dire un truc raciste. T'es obligé de révéler enfin le fond de ta pensée qui est le racisme. Parce que c'est impossible de défendre le fait que il faut que la France soit composée à plus de 50% de gens qui ont ma couleur de peau sans le justifier par du racisme. Tu peux littéralement pas. Bah oui, parce que si tu parles que de la couleur de peau, il y a rien qui change dans le quotidien de qui que ce soit avec juste une couleur de la peau qui changerait, tu vois. C'est comme si les cheveux étaient plus longs de 3 cm pour plus de 50% de la population, tu vois. Et donc ça ferait quoi? Qu'est-ce qui se passerait? En fait, il y aurait rien. Et du coup, ils sont obligés de commencer à parler de choses qui ne sont pas en lien avec la couleur de peau et de prouver qu'ils croient en l'existence des races, tout simplement. Et d'ailleurs, il l'a fait. Il a dit les valeurs. Il t'a répondu en disant les valeurs, il faut protéger les valeurs. Et du coup, cette personne pense que si il y a plus de gens qui n'ont pas la couleur de peau blanche, les valeurs du pays vont changer. Alors que ce ne sont pas des choses qui sont liées. C'est comme si en fait le terme de valeur faisait référence au fait de préserver la race blanche selon cette personne. Ouais, tu sais quoi, pour continuer un peu faire une petite tangente sur ce sujet, on va aller voir les commentaires parce que il faudrait savoir un truc. Cette émission est disponible sur YouTube et le dernier épisode a très bien marché par rapport aux autres épisodes. Il a fait plus de 1000 vues. C'est le premier qui dépasse la barre des 1000 vues. Donc merci, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube du Rendez-nous si vous n'y êtes pas encore. Et du coup, qui dit 1000 vues, dit on a été boosté par l'algo YouTube et dit aussi on a été montré à des gens complètement random.
Et du coup, je vais vous lire certains des commentaires qui sont tombés sur la vidéo. Vas-y, sors-nous des pépites. T'es allé les regarder un peu ou pas? Je sais déjà. Très rapidement, mais je suis vite parti. Hein. Alors, il y a un des commentaires, c'est 2 minutes et je zappe. De Gugus Gaucho, non merci. Let's go. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on disait à 2 minutes. Ça t'intéresse de savoir? Ouais, vas-y, dis-moi. Parce qu'il est parti à 2 minutes, donc qu'est-ce qu'on disait? Alors, je mets le contenu. Ça va être le pire sujet. Si la télé était devenue... Bon. Alors, 1 minute 30. Il faut garantir l'existence de la race blanche, etc. Ce genre de choses, là, ce genre de contenu. Ouais, non, c'était un des débats de tous les temps. On sort d'un débat de fou avec quelqu'un qui se dit apostat. Voilà, tu parlais justement du débat. Ouais, mais bon, je pense que c'est... Alors, donc, je te demande, ça fait quoi alors de faire un débat où quelqu'un défend l'existence de la race blanche? Ah mince, c'est juste ça suffit? Oh, c'est des gauchistes. Ils sont contre la... Il a entendu ça. Oh, je vais pas regarder des gens qui sont contre le fait d'être suprémacistes blancs. Quoi? C'est pas juste des gros nazis? Gauchistes, je me casse de ce contenu. Donc ça, c'était pas mal. Quand je dis qu'il faut dénazifier la France, les gens, vous me croyez pas en fait. Ensuite, donc bien sûr, il y a eu des commentaires de la part du public du rendez-nous qui ont fait plaisir, des vrais commentaires quoi. Donc heureusement que vous êtes là pour remonter le niveau. Mais il y a eu aussi des gens avec des profile pics de Jean-Marie Le Pen qui nous disent de surtout pas changer. Donc je le prends comme un compliment. Ça a besoin de lecture. Ouais. On nous a dit qu'on avait besoin de lecture. Bah oui, voilà, ça c'est sûr. Hein. Si on peut pas name drop Bakounine, Marx, toutes les 2 phrases, c'est pas valide ce qu'on dit. Hein. Énormément de confusion et de raccourcis sur des sujets qui ont pourtant le mérite d'être développés, pertinents. Développer pertinent, bon, vous me direz ce que ça veut dire. Quand je vois la richesse de vocabulaire apporté dans ce podcast, je suis tout de même inquiet sur l'intention de transmettre de l'information. Vous feriez mieux de lire des livres à mon humble avis. What the fuck? Moi, ce que j'adore dans ce message, c'est qu'encore une fois, à chaque fois qu'on nous dit ça va pas, vous avez pas assez de culture, etc., aucun sujet spécifique, aucun reproche spécifique. Donc on ne sait absolument pas ce qui est reproché. On ne sait absolument pas quelle est la confusion. Et je vous rappelle, c'est l'épisode où on parle de quoi? C'est l'épisode où on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de la France sous Vichy. Donc je pense qu'il y a juste des gens qui sont triggers en fait. Et qui sont pas contents. De toute façon, l'expérience sociale de lire les commentaires YouTube a jamais donné des bons résultats. Hein. Non, c'est très vraiment les gens contrebalancés, laissez des bons commentaires YouTube parce que vraiment, imaginez que nous on va avoir le truc et c'est genre que les pires vibes dans les commentaires. Genre voilà, on aime bien quand il y a des bons commentaires. Mais il y a 2 commentaires qui sont quand même intéressants. Ah, vas-y. C'est juste, c'est quoi le fascisme? Donc ça, je leur invite, je les invite à aller voir tes vidéos pour avoir. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu fasses une vidéo explicitement sur c'est quoi le fascisme. Ouais, c'est prévu. Mais il y a d'autres vidéos qui doivent sortir avant. Ouais. Il y a tout un plan et tout. Bah, ça va être stylé. Et un autre commentaire, ça a été de dire que Hitler a été le pire truc est une perspective européenne. Demande aux Indiens d'Amérique c'est quoi le pire truc de l'histoire. Demande aux Algériens c'est quoi le pire truc. Demande aux descendants d'esclaves c'est quoi le pire truc. Et alors là, je pense que il y a... C'est faux ça. Hein. C'est pas totalement faux. Et je pense que moi, le truc qui... Comment on dit? La différence, c'est que quand tu parles de Hitler, c'est personnifié en une personne. C'est-à-dire qu'il y a des actes horribles qui sont personnifiés sur une personne. Et du coup, ça permet de dire que c'est le pire truc dans le sens c'est genre une personne qui a provoqué tout ça en termes d'échelle de tu sais c'est le fameux truc de si tu remontes le temps est-ce que tu tues Hitler ou pas et ça change complètement l'histoire parce que si tu parles par exemple du génocide des natifs américains par les colons européens et tout ça, oui, tu peux vraiment le concentrer. Ça a été un mouvement, ça a été une époque quoi.
Ouais. Mais c'est vrai, mais il y a du vrai dans le message. C'est vrai que Non, mais bien sûr. Après, enfin oui, c'est juste que, enfin tu vois là, ce que les Allemands ont fait, Hitler a fait, etc. C'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et bien sûr, il y en a eu d'autres. je veux dire, combien d'autres millions de personnes victimes de crimes contre l'humanité, massacrées dans l'histoire enfin je veux dire, toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de guerre coloniale, de guerre de religion, de guerre. Mais quand même, de guerre civile ok. dans des pays. En Je Asie, pense- il y a eu, entre la Chine et le Japon, il y a eu combien de siècles de conflits, il y a eu des famines massives, il y a eu. Enfin, oui, ok, Ouais. on est d'accord. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même beaucoup trop minimisé, c'est l'esclavagisme et le commerce triangulaire et tout ce truc-là. Je pense que Ah, complètement. il y a beaucoup trop de difficultés pour les dirigeants à clairement admettre que c'était un crime contre l'humanité, à clairement admettre que... Tu sais, encore aujourd'hui, ça fait débat hein, pour beaucoup de personnes, ce qui est fou. Parce Ah que oui, c'est- non, mais enfin, le manque d'informations sur ce que c'était concrètement la colonisation française, qu'est-ce qu'on a fait exactement dans les colonies. Je veux dire, je me souviens, il y a une super vidéo d'Histoire crépue où il essaie de faire la liste des films qui sont faits pour essayer de décrire la situation coloniale Ouais. et tout. En France, genre des films qui ont été faits, des films français qui ont été faits. Et genre, je crois qu'il trouve une liste de genre 4-5 films, dont un ou deux qui sont sortis tout récemment. Et c'est Et pas ça, quoi. c'est juste un témoignage Ouais. du manque total de récits, de médias, Ouais. d'œuvres qui sont faites sur le sujet pour que les gens soient... Ouais. Et puis, si tu veux te renseigner sur tout ça, tu dois lire genre des livres un peu obscurs. Maintenant, il y a des chaînes YouTube, il y a des vidéos, il y a des gens qui commencent à faire du contenu pour C'est un vrai peu... qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de films, non mais de films et de séries sur toute la colonisation pour montrer à quel point c'est horrible parce que franchement c'est un truc dans l'histoire qui est... On n'en parle vraiment pas assez. Genre on n'en parle que de manière conceptuelle, on n'a pas clairement des récits de à quel point, comment ça a été vécu, etc. quoi. Donc ça Ouais, serait ouais. pas mal. Alors que tu vois, sur la Seconde Guerre mondiale, on a combien de films, combien de Ouais, choses pour que tu te remettes dans ce que c'était l'époque, des œuvres, du des point trucs. de vue de... Il y a des gens voyages, qui ont subi des le voyages fascisme. à Auschwitz pour savoir, pour prendre toute l'impression de qu'est-ce que c'était la vie dans les camps et tout. Il faudrait qu'il y ait le même type d'éducation autour de d'autres trucs horribles qui se sont passés, quoi, pour que les gens se rendent compte. Alors, on passe maintenant à ma question naïve sur Twitter. Je suis allé sur Twitter et j'ai demandé gentiment, hein, j'ai dit expérience pour ceux qui pensent que le PS c'est de gauche. Pour ceux qui pensent, entre guillemets, le PS c'est de gauche. D'accord ? Ce qui est normalement beaucoup de gens, hein. On n'arrête pas de l'entendre à la télévision. Quand tu parles aux gens autour de toi, ils t'en parlent, ils disent bah non, ça fait partie de la gauche et tout. Donc c'est quand même une croyance. Je demande, donnez-moi votre définition de gauche, suivie d'une explication de en quoi le PS rentre dans cette définition. Je suis vraiment curieux de comprendre comment les gens arrivent à justifier cette étiquette pour ce parti. Incroyable. Est-ce que tu as eu une seule réponse ? Alors j'ai posé cette question le 9 janvier, avant ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, qui a été le fait que le PS a décidé de ne pas voter pour la censure du gouvernement Bayrou. Alors pour les gens qui ne savent pas, Bayrou est le successeur de Barnier et propose à peu près la même chose, quoi, en gros. Voire pire sur certains points, mais en gros c'est la situation qui va s'empirer si jamais ce qu'il propose passe à l'Assemblée. Et du coup, le move logique pour l'opposition, c'est de s'opposer une nouvelle fois. Puisqu'on s'était opposé pour Barnier, donc on se réoppose pour Bayrou, tant que n'est pas mis en tant que Premier ministre un ministre issu du Nouveau Front Populaire, puisque le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête dans ce pays. Donc on est dans une situation très instable et très bizarre actuellement dans notre pays, qui est que les ministres qui sont choisis ne correspondent pas aux résultats des élections. C'est quelque chose qui avait quasiment jamais eu lieu jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vous entendez parler de démission, de censure, de machin, parce que tant que ça sera pas le cas, bah on est dans une situation qui s'oppose au concept même de la démocratie. Tout ça pour dire que
le PS, finalement, n'a pas voté cette censure. Une sorte de coup politique un peu bizarre. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre leur stratégie. Hein. C'est compliqué parce qu'on se dit, mais attends, vous avez signé, lorsque vous avez fait campagne pour avoir vos mandatures, vous avez signé le contrat de législature du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, un contrat de législature dans lequel il y a toutes les décisions à prendre pendant la législature. C'est un contrat de législature qui était disponible pour tous les électeurs. Tous les électeurs avaient accès à ce document avant d'aller voter, et ils ont été élus avec ce contrat en tête, dans la tête des électeurs, pour pas mal d'électeurs, même si les gens ne l'ont pas lu. C'était ce qui était promis sur les plateaux, etc. Le concept d'une élection, en fait, où des gens se présentent sur un programme. Donc, ils ont été élus là-dessus. Et là, ils sont en train de trahir, non pas seulement le NFP, parce que s'ils trahissaient le NFP, bon, ce serait un jeu politique, tu vois, ça arrive. Pourquoi pas, des fois, il y a des petits jeux comme ça. Mais ils trahissent surtout ce qu'ils ont eux-mêmes dit qu'ils allaient faire lors de leur mandature. Et là, c'est plus compliqué. Parce que là, du coup, on est sur un déni de démocratie, finalement. Le concept d'un représentant du peuple, c'est que quelqu'un, quand il se fait élire sur des promesses électorales, il essaye au moins. Il n'est pas forcément capable de les mettre en place. Mais au moins, il va essayer, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour le mettre en place. Et là, commence à s'illustrer dans le Parlement. Et ben, pour essayer de mettre en place ce truc-là, il fallait censurer Bayrou. Il fallait censurer. Pardon, il y a eu 4 premiers ministres dans l'année qui est passée là. Donc, en plus, ils ont tous le même nom. C'est tous la même personne. Tous le même âge. Du coup, il y a un déni de démocratie de la part du président, qui ne choisit pas le candidat issu du groupe qui arrive en tête, et de la part maintenant du PS, et ça commence à faire beaucoup. Et comme je disais au début de l'émission, qui d'autre n'a pas voté pour cette censure ? Le Front National, le Rassemblement National, qui a beau faire comme s'il était dans l'opposition, finalement, on se retrouve avec 2 blocs actuellement, pour le moment, dans l'Assemblée. Un bloc Nouveau Front Populaire, qui s'oppose à Bayrou, et un bloc statu quo, voire empire. La situation s'empire pour les Français, la grosse majorité des Français, dans lequel il y a le PS, tout le camp de Macron, la droite et l'extrême droite. Faites grossir le bloc des gens qui s'opposent réellement au statu quo, qui s'opposent réellement au macronisme. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, ouais, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'il y aurait une majorité claire du NFP, on n'aurait pas tout ça. Avec une majorité claire du NFP, Macron n'aurait jamais pu faire ce qu'il est en train de faire. Il aurait été obligé de choisir un ministre issu de ce groupe-là, puisque de fait, il n'aurait pas pu utiliser l'argument de si je choisis un ministre de ce groupe-là, il n'y aurait pas de socle commun qui permettrait une stabilité. Il n'aurait pas cet argument. Donc c'est de notre faute, c'est la faute du peuple qui n'a pas mis assez de députés du NFP à l'Assemblée. Le point positif, c'est que on a encore des élections dans notre pays pour le moment. C'est-à-dire on vit encore dans un système où il y a encore des élections. Donc ça veut dire qu'on aura d'autres chances on aura encore quelques autres chances, je sais pas combien, pour pouvoir reprendre le pouvoir par les urnes. Donc je vous invite la prochaine fois que vous avez l'occasion de le faire à militer, à voter vous-même, etc., etc. Ça comme d'habitude. Hein. Mais du coup, pour revenir sur le tweet, je n'ai pas eu de réponse. Même pas une seule personne a essayé. Personne n'a essayé de le faire. Personne ne m'a donné une définition de gauche et m'a expliqué en quoi le PS était de gauche. C'est parce que t'as pas beaucoup de gens qui regardent ton Twitter, si. Bah, j'ai beaucoup. En tout cas, les gens qui regardent mon Twitter, ils sont de gauche entre guillemets pour la plupart. Donc normalement, c'est la bonne cible. Donc normalement, c'est le PS. Et oui, normalement, c'est. Je vais essayer de. Non, je vais essayer de. Vas-y, je pose exactement la même question, on va voir. Vas-y. Mais du coup, tu vois, je regarde les statistiques, il y a quand même 730 personnes qui ont vu le tweet. Donc voilà. Après, j'ai eu des réponses. J'ai eu par exemple, le PS, c'est gauche dans le sens maladroit. Car Hollande a trébuché une fois. Et ça, c'est... J'ai ce message-là, mais bon. C'est un bon message, ça. Ouais.
Voilà, c'était. Non, mais je trouvais marrant de relire ce tweet une semaine après. Euh, Oui, alors que- c'est bon, on sait le PS et les traîtres, on sait. Je pense qu'on c'est bon. Ça fait combien d'années? Mais pas tout le PS, il y a 8 personnes qui ont voté Oui, non, la oui. censure. Oui. Pas tout le PS, oui. Voilà. Donc, avant de passer au Bah, pas segment le PS. questions-réponses, hein, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, les gens. Avant de passer au segment questions-réponses, il y a un truc hyper. Il y a 2 choses positives à propos de Fallacy Quiz. On vous en a parlé plusieurs fois. Fallacy Quiz, c'est un jeu que j'ai développé à propos un quiz à propos des rhétoriques fallacieuses, des sophismes, etc. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, allez voir les épisodes précédents. Mais il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne Defecator, qui est une chaîne qui justement parle de ces sujets-là, qui J'adore Defecator. a fait un live. Alors, la situation était hyper marrante parce que moi, je vais envoyer le jeu à des influenceurs, je vais leur demander d'en parler, tu vois, je vais faire de la communication. Mais là, je l'avais pas fait encore. Donc, Non. Defecator a trouvé le jeu. Defecator a trouvé le jeu, a pris le jeu, a acheté le jeu et m'a demandé s'il pouvait le streamer en live. Et donc, ça a eu lieu. Defecator a streamé en live le jeu en mode multi. Alors, j'ai adoré la manière dont il a fait les choses. Il a fait un mode multijoueur. Et un des joueurs était lui, et un autre joueur c'était le public, et il faisait des sondages pour savoir qu'est-ce que le public devait répondre. Il a joué contre son chat était à fond, c'était trop marrant. Et il y avait 350 personnes qui jouaient à Fallacy Quiz en même temps. Donc c'était assez sympa. J'espère qu'il y aura Ça va faire plaisir quand même d'avoir ton jeu comme ça qui est. Bah en fait, les gens en parlent et tout, c'est trop bien. Les gens passaient vraiment un bon moment, hein. Ça a amusé tout le stream. C'est genre vraiment je pense que le public d'F14 c'est parfaitement ceux qui sont pile dans les gens qui aiment ce jeu, ce contenu-là, parce que c'est vraiment le truc des sophismes, des raisonnements fallacieux. Enfin, ouais. Non, je suis trop content. Je suis trop content. Ouais, ensuite Defecator a dit le jeu est cool, il a été apprécié et la soirée était bien sympa. Trop bien. Donc on ajoute ça au palmarès de Fallacy Quiz qui avait déjà été joué par plus de 500 personnes qui possèdent le jeu, et maintenant qui a aussi été joué dans les écoles. Il a été joué en classe. Oui, dans les salles de classe, des profs. On a des retours de profs là-dessus. Et maintenant a été joué en stream devant 300 personnes. Donc on ajoute au palmarès, hein, les gens. Allez, Fallacy Quiz en force. D'ailleurs, je vous fais un petit. Normalement, au moment où cet épisode est publié, il y a une nouvelle version du jeu qui sort. Oh, ça y est? Ah non, quand l'épisode est publié. Ok, ouais. Quand l'épisode est publié, il y a une nouvelle version. Donc ça y est, ouais, t'as raison. et le truc qui est bien, c'est tous les gens qui avaient supporté le jeu pendant qu'il était en early access, en développement anticipé, qui avaient accédé au jeu sur Itch. Du coup, ils auront la mise à jour avec la version finale du jeu, parce que les pauvres, ça fait 1 mois que la version est sortie sur Steam, mais elle n'est pas encore disponible sur Itch. Et là, il y aura la version pour tout le monde, la version 1 pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est cool. Extrêmement stylé. Bravo. Voilà, ça c'était les petites news sur Fallacy Quiz. Est-ce qu'on passerait pas aux questions au segment questions-réponses? Carrément, passons aux questions-réponses. Alors, les gens, le concept de l'émission, vous posez vos questions, vous aidez à financer l'émission, on y répond, et on passe du coup à la première question. Alors, des gens qui défendent des pseudo-médecines car elles déclenchent l'effet placebo. Attends, est-ce qu'elle commence là la question? On dirait qu'il manque le début de la phrase. Déjà, c'est pas la première question, hein. Ah non, t'as raison. La première question, attends, je vais la poser moi. Ok, vas-y. Ouais, je la skip. Bonsoir BPT et Mulch. Attends, non, c'est même pas celle-là. Un pot de guacamole. Ouais. Un pot de guacamole et une tomate sont vendus ensemble à 6€. La guacamole coûte 5€ de plus que la tomate. Combien coûte la tomate? Vas-y, tu réponds. Attends, mince. Oh non, c'est les questions du... Vas-y, réponds vite, réponds vite. Non, bah non, faut pas. Non, ah si, c'est ça qui est marrant. Il essaie de me piéger. Bah oui. Oh, donc il y a une différence de 5€, donc ça va être 50 centimes.
La tomate coûte 50 centimes. Le guacamole coûte 5,50 €. Ouais, c'est ça. Et ensemble, c'est 6 €. Let's go. Oh, j'ai pas perdu. Et maths sup, maths spé, j'ai pas perdu mes compétences. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que en répondant à cette question, tu avoues que c'est totalement normal d'aller au supermarché, d'acheter un guacamole et une tomate. La tomate, elle est là. Parce que du coup, tu vas faire en D, tu vas les mettre en D dans la guacamole. Tu fais une salade de tomates en entrée et après, t'as guacamole. Plus tard dans la journée pour le petit apéro avant le repas du soir. Non, je suis allé faire des courses. Et c'était complètement pour 2 plats, c'est pareil, aucun rapport. D'accord. De toute façon, de base, ça peut pas être le cas puisque dans la recette de la guacamole, il n'y a pas de tomate. Alors, quelle recette? La recette originale. Source, avocat, coriandre, mon avocat. oignon rouge. Source, mon avocat dans ma guacamole. Oignon rouge coupé extrêmement finement en tout petits morceaux. Jus de citron vert. Non mais là c'est toi qui invente, 5 ingrédients. C'est toi qui invente. Un délicieux plat nommé le guacamole. C'est un plat maintenant. C'est un plat. On sait toujours pas comment on genre le guacamole en 2025. Est-ce qu'on pourrait avoir un guacamole non genré en 2025? C'est tout en fait. À un moment, si tu veux être révisionniste et continuer dans l'offense de vouloir mettre des tomates dedans, à un moment, il va falloir te purger. Tu sais ce qui m'a énervé, moi? C'est que j'ai deep dive sur cette question pour essayer de savoir si la recette originale contenait ou pas des tomates. Et ce que j'ai trouvé, c'était que la recette du guacamole était au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais elle est jamais explicitée. Ils ont juste dit oui, elle est c'est quelque chose de très important et elle est du coup au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Attends, mais comment une recette peut être au patrimoine mais sans que t'aies la recette? Justement, ça m'a énervé. Attends, du coup c'est intéressant. Ok, maintenant juste je vais chercher le truc parce que je crois que c'était ce qui avait marqué sur la page Wikipédia. Je crois que c'était ce qui avait marqué sur la page Wikipédia du guacamole, comme quoi c'était au patrimoine de l'UNESCO. Et après, je crois que tu sais que la page Wikipédia, c'est écrit par la CIA. Gérard Finoche nous a informé quand même. Wikipédia est un outil de propagande de la CIA, donc c'est à toi de voir si tu te ranges du côté des Américains, impérialistes, révisionnistes. Ça n'a pas été répondu. Ça n'a pas été... Ok, je suis complètement cinglé, d'accord. 11 décembre 2023 à 13h52. On peut lire actuellement sa composition. J'ai laissé ça sur la page discussion de la. Attends, c'est toi qui as écrit ça? Oui. On peut lire actuellement sa composition telle que définie. La cuisine mexicaine inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO est faite d'avocats, de piments frais, de coriandre fraîche, d'oignons, de tomates, de jus de citron et de sel. Mais le fait est qu'aucune. Tomates. Oui, c'est ce qui a marqué sur la page Wikipédia. Mais c'est toi qui l'as réécrit. Non. Justement. Je suis sûr que c'est toi qui l'as écrit. Non, tu peux voir l'historique. Attends, du coup je continue le commentaire que j'ai mis sur Wikipédia. T'es passé par un faux compte. Mais le fait est qu'aucune mention du guacamole n'est, à ma connaissance, listée au patrimoine de l'UNESCO. Certes, la cuisine mexicaine l'est. Mais quelle est la source qui permet d'affirmer que cette recette est celle définie par la culture mexicaine? La formulation me paraît trompeuse car elle m'a poussé à croire que cette recette elle-même était inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement. J'ai laissé ce commentaire. J'ai laissé ce commentaire sur Wikipédia. Ça fait combien d'années du coup qu'on est dans cette folie? Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de réponse là-dessus. Moi, je pense qu'il faut inviter Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente du Mexique, ultra basée, qui est en train de mettre en place le programme du Front Populaire, mais pour le Mexique. En fait. On lui demande, voilà, la cuisine mexicaine. On verra. Est-ce que en fait, elle va défendre le point de vue des impérialistes américains que toi tu défends, c'est-à-dire il y a des tomates dedans? Non, les Américains. Attends, les Américains mettent pas de tomates dedans. C'est les Américains qui mettent pas de tomates dedans. Source, la page Wikipédia des États-Unis sur la guacamole. Écrite par qui? Par les Américains. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, on ira vérifier les sources. Moi, je dis que je crois pas une seule seconde. Moi, je te crois pas sur sur ce sujet. Je suis désolé, t'as pas de crédibilité, donc je vais remettre à plus tard le. Je trouve très marrant. Le jugement. Je trouve très marrant le concept que on arrive à avoir le contact de la personne au Mexique là.
On- Ouais. La et la présidente du Claudia Mexique, Sheinbaum, la personne. la au personne en Mexique, c'est question, littéralement la présidente. et on a le contact, on les contacte, on dit voilà, on veut organiser, on est un média français, on veut organiser un rendez-vous et tout. Et genre, on a une super organisation et tout. Et la seule question posée, c'est est-ce que dans la guacamole, on met de la tomate ou pas? Et on est les deux à regarder comme ça, genre. Vas-y, réponds. On fera réponds. ça quand on aura le local et tout, le local Neutrosphère, on aura un plateau, Ouais. on aura tout, on aura les lumières et tout, et on posera juste cette question. On Question respectera pas suivante. du tout. Bonne Est-ce qu'on question. passerait pas à la question suivante? Je suis quand même fier de moi d'avoir déjoué le piège, même si tu m'as mis la pression. Alors, on est d'accord que ça commence au milieu d'une phrase. Enfin, vas-y, gère le truc parce que je comprends plus rien. Ouais, les gens, la guacamole, le guacamole. C'est le guacamole normalement, Non, mais on s'en fout de ça. j'ai jamais dit ça de ma vie, donc. Alors. Ouais, c'est vrai, comment on sait si c'est plusieurs. Des gens qui Il y a défendent. des gens qui défendent des pseudo-médecines car elles déclenchent l'effet placebo. Y a-t-il un bon argument contre ou devrions-nous inventer une placebo-thérapie? Ou sinon, juste tu prends des vrais médicaments? Alors. Ouais, j'ai mon avis sur la question. C'est vrai que tu peux prendre des médicaments et ça a un effet placebo et théoriquement, du coup, ça améliore ta situation. Il y a des cas de figure où c'est le seul truc qu'on a comme solution pour régler le problème, parce que, enfin pas pour régler le problème, mais pour adoucir les symptômes, parce qu'il n'y a pas de solution en fait. Donc Dans quel cas, par exemple? il y a des douleurs chroniques où on ne sait pas trop comment faire passer la douleur chronique, et il y a des résultats où le placebo fonctionne, c'est-à-dire que la personne a vraiment mal, dit qu'elle a mal, Ouais. et tu peux lui prescrire des antidouleurs, mais sur le long terme, il n'y a pas d'effet, quoi. Enfin, s'il y a des effets, mais c'est pas hyper bon de prendre des antidouleurs en permanence, quoi. Et il y a des effets placebo qui fonctionnent enfin, c'est ce que j'avais vu en tout cas. Donc c'est compliqué. Moi, j'aimerais vraiment pas que on le généralise, le concept de juste donner des médicaments aux gens en leur disant que ça marche, et alors qu'en fait, il n'y a aucun principe actif dedans. Je trouve qu'en termes d'obscurantisme, on est au maximum de ce qu'on pourrait faire. Et qu'en termes conséquentialistes, sur le long terme, ça risque de pousser les gens à ne plus faire confiance en la médecine et à ne plus faire confiance dans les traitements qu'on leur recommande, et à chercher des traitements par eux-mêmes. Et le risque avec ça, c'est que du coup, ils prennent des traitements qui marchent pas du tout, et qu'à terme, ils meurent, quoi. Enfin, et c'est déjà le cas avec pas mal de gens qui, aux États-Unis surtout, qui ne donnent plus le vaccin à leurs enfants parce qu'ils croient que ça donne des maladies et tout, parce qu'ils sont mal informés sur les questions et tout. Il y a aussi le côté du fait que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Moi, je suis contre le fait qu'un médicament qui n'a pas de principe actif soit remboursé par la sécurité sociale. Si tu as envie d'arnaquer des gens, et oui, ça a un effet placebo, mais du coup, tu leur mens en leur disant que... En gros, on est d'accord qu'on parle de l'homéopathie. L'homéopathie rentre dedans, ouais. Mais c'est pas le seul truc. Il y a aussi l'activation Tout ce qui est des les médecines tatouages, douces, entre des guillemets, choses comme ça, douces. tu vois. L'activation des tatouages. Parce que l'homéopathie, c'est les gens qui défendent, ils disent oui, d'accord, ça n'a pas de principe actif assez dosé pour avoir un vrai impact. Mais par contre, ça a un effet placebo chez des gens, donc c'est ça l'argument. Enfin, c'est de ça qu'on parle quand on dit les trucs qui ont un effet placebo qui peuvent avoir un impact, quoi. Donc, ouais, j'aimerais pas que ce soit remboursé. Puis surtout, moi je suis désolé, mais il y a des gens que je connais qui prennent des trucs homéopathiques. En fait, ils ont un vrai problème de santé, ils ont ils ont un mal de ventre très persistant et tout, et ils disent je vais soigner avec de l'homéopathie, alors qu'en fait ils ont besoin d'un traitement, enfin ils ont besoin de voir un médecin, un vrai médecin avec des solutions basées sur de la science, pas forcément acheter forcément des médicaments, ça dépend, c'est au cas par cas, je suis pas docteur, je connais pas, mais et c'est des gens qui à la place vont se tourner vers des trucs homéopathiques basés sur placebo soi-disant. Et ça peut littéralement engendrer des graves problèmes de santé parce que tu t'es pas traité à temps, parce que enfin voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la vibe de c'est soit les sortes de médecine douce, homéopathie, toutes ces choses-là pas démontrées, soit
aller dans une pharmacie, aller voir un médecin et suivre la prescription et acheter les trucs que je dois acheter à la pharmacie. Ok, j'ai une solution. Et là, c'est un gros problème. Juste, l'État français produit un médicament qui s'appelle le placebo. Et du coup, c'est le seul médicament qui est un placebo qui sera remboursé par la sécurité sociale. Ouais, mais non, mais ça marche pas parce qu'il faut que tu y crois. Alors, il faut que tu crois au bullshit de l'homéopathie pour que ça ait un effet placebo. Il y a plus d'effets, je crois qu'il y a plus d'effets si tu y crois, mais même si tu y crois pas et que c'est recommandé dans un cadre médical avec le médecin qui te le recommande, qui dit bon, ça a aucun principe actif, mais ça devrait vous faire du bien quand même, ça marche quand même sur toi. Et bah du coup, comme ça, la personne est au courant qu'on lui prescrit un placebo. Si elle sait pas ce que ça veut dire placebo, bah écoute, ça va marcher sur la personne, donc pourquoi pas. Et tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas à l'aise avec le fait que des gens tu sais, c'est ce que tu disais dans ton stream sur le fait que les médecins étaient des fois pas clairs sur les traitements. Là, c'est la forme ultime de ça. C'est la forme ultime de au fait, je n'ai aucun médicament fonctionnel pour toi. Je te donne donc un tic-tac. Mais en fait, je ne le dis pas. C'est ça, ouais. Moi, je dis... je suis contre ça. Et comme je disais, je pense pour les médecins, pour le fait de croire en la médecine, de penser que ça marche et tout. D'un point de vue conséquentiel, je répète, si on fait ça sur le long terme, on risque de rendre la profession de médecin complètement ridiculisée et plus personne ne va croire que en allant chez le médecin, tu peux être soigné. Et ça, c'est grave parce qu'il faut absolument que les gens, s'ils ont un problème, ils aillent chez le médecin. Parce qu'il faut qu'ils pensent qu'on pourra régler leurs problèmes si ils vont chez le médecin. Parce que sinon, ça fait courir des pathologies. S'ils vont voir d'autres choses que des médecins, on peut leur faire croire qu'on a des trucs qui pourraient marcher. Et au final, on se retrouve avec des fois des cancers à stade avancé non traités, des pathologies qui auraient dû être prises dès que le truc a eu lieu. Donc il faut qu'il y ait une confiance très forte dans les médecins, même, tu vois. Voilà, donc... Moi, je connais des gens, leurs parents étaient à fond dans les trucs naturopathie, médecine douce et ultra critiques de la science, en fait, et de la médecine où tu vas voir un vrai médecin et t'es vraiment soigné. Et ils ont laissé des problèmes de santé graves se développer dans leur enfant en disant non, t'inquiète, mange telles herbes, prends les trucs d'homéopathie qu'on te donne. Et ils sont pas allés chez le médecin et ça s'est empiré. Et la personne a dû être amenée à l'hôpital en urgence parce qu'elle avait un très très grave problème. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais c'est ce genre de conséquences, quoi. Tous les trucs d'homéopathie, de médecine douce. Enfin, moi, je suis black pill là-dessus. Hein. Je vais avoir aucune tolérance. Hein. Bah, bonne question, en vrai. Devrions-nous inventer une placebo-thérapie? Ouais, non, je pense vraiment qu'il faut que ce soit explicite et tout. Mais intéressant. Ouais. Question suivante. Vous pouvez exposer votre opinion sur le déterminisme et le libre arbitre, plus spécifiquement ce que vous pensez de la théorie compatibiliste. Ah ouais, ça c'est une grosse question. Tu veux commencer ? Alors, votre opinion sur le déterminisme et le libre arbitre. Alors, c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'assumais pas, du coup je l'ai enlevé. Mais ouais, moi j'ai un avis très clair sur le déterminisme et le libre arbitre. Je pense que quand on imagine ce que ça voudrait dire être le libre arbitre et ce que ça voudrait dire le déterminisme, on peut faire une petite expérience de pensée sur est-ce que ça serait possible. Donc, le déterminisme, ça voudrait dire qu'à l'avance, on pourrait savoir quelle est l'étape suivante, le futur en fait, juste avec les conditions de départ. C'est-à-dire que tout est calculable. C'est-à-dire on pourrait savoir, si on refaisait l'expérience, si on remontait le temps et qu'on refaisait play dans le temps, tu vois, il se passerait la même chose. C'est ça le déterminisme. Ça veut pas dire que les choses sont écrites à l'avance, dans le sens où on sait déjà ce qui va se passer. Ça, c'est faux. On sait pas forcément ce qui va se passer et c'est nous qui écrivons les choses. Par contre, ce que ça veut dire, c'est on n'a pas plusieurs manières d'écrire les choses. Elles s'écriront d'une seule manière. L'histoire a un seul déroulement possible. Ça, c'est le déterminisme.
Et à côté de ça, du coup, ça s'oppose au libre arbitre qui voudrait que on est libre de nos choix. Et en fait, moi j'ai du mal avec le libre arbitre parce que pour moi ça veut absolument rien dire. Et ce que je veux dire par là, c'est si tu essaies de réfléchir à ce que voudrait dire le libre arbitre, ça voudrait dire que si l'histoire devrait se repasser, tu pourrais choisir autre chose. Mais dans ce cas-là, si tu peux choisir autre chose, ce sera pas forcément... Du coup, c'est aléatoire. C'est quoi qui permet de choisir autre chose? Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu choisis autre chose si jamais t'as du libre arbitre? Pour moi, la manière de faire un choix, c'est soit il est déterminé à l'avance par toutes les expériences que tu as vécues, c'est-à-dire que en vivant des expériences, vu qu'on est plutôt matérialiste, hein, en vivant des expériences, la structure moléculaire de ton cerveau va être altérée, va être changée, parce que les réseaux de neurones dans ton cerveau vont des nouveaux neurones vont apparaître, des nouvelles liaisons vont se faire, et ce qui fait que tu auras des souvenirs différents de la veille, etc., etc. Et au fur et à mesure de ta vie qui avance, tu emmagasines des expériences, des connaissances, etc., qui font qu'au moment où on te demande de faire un choix, où tu dois faire un choix, c'est en se basant sur toutes ces expériences-là, mais pas seulement sur toutes les expériences, aussi sur ta condition à ce moment-là où ça se produit, c'est-à-dire les taux de hormones que tu as à ce moment-là précisément, la chaleur qu'il fait, etc., etc. Toutes ces conditions-là vont rentrer en jeu, donc pour désigner mécaniquement en fait la prochaine décision que tu feras. Et là, ça c'est le point de vue matérialiste. Le problème avec ce point de vue-là, c'est que le déterminisme, il est prouvé à 100% que dans le modèle newtonien de la physique, dans le modèle où on regarde la physique d'un point de vue assez éloigné, par exemple une balle de tennis sur un court de tennis, tu vois. Là, c'est clair, on sait quand on lance la balle où elle va aller, le chemin qu'elle va faire, on a toutes les informations. Le problème, c'est que y a tout le champ de la physique quantique qui fait que on ne sait pas trop quand on va dans le domaine moléculaire, au niveau des atomes, est-ce que ça fonctionne de manière déterministe aussi clairement. Ça, on n'est pas sûr de ça. Et du coup, on peut pas continuer à avoir la vision où ce serait déterministe parce que c'est de la matière, et du coup la matière on sait comment elle va réagir, parce que c'est pas forcément le cas. Ouais. Mais à partir de là, on peut quand même se demander quelles sont les possibilités quand je dois faire un choix. C'est soit toute ma décision elle est déduite de mes expériences passées. Ça, c'est la première possibilité. Ouais. Soit ma décision elle est entièrement aléatoire parce que tu comprends la physique quantique, les trucs se bousculent, et en fait ça pourrait être il pourrait y avoir deux univers parallèles, un où j'ai fait un choix, un où j'ai fait un autre choix, etc., etc. Et il pourrait même y avoir une infinité d'univers à chaque fois que je dois faire un choix, avec tous les choix, toutes les nuances possibles. D'accord ? Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que ta décision, il y a une partie qui est plus ou moins sûre d'être prise en compte dans tes expériences passées, et une partie qui peut switch au dernier moment. Quantique, voilà. Ou je sais pas quoi. Ouais, ok. Dans tous les cas, dans tous ces cas de figure-là, ta décision, elle est soit entièrement impliquée par tes expériences passées, donc écrite à l'avance. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Soit c'est de l'aléatoire, puisque ça dépend du spin d'un électron dans l'univers dans lequel tu es, parce que t'es tombé aléatoirement, voilà, la physique quantique fait que tel atome est à tel endroit, et voilà. Et donc ça, ce serait purement aléatoire. Un pain au chocolat au lieu d'acheter un croissant ce matin-là, quoi. Donc tu dis en gros, dans cette option-là, même si c'est de l'aléa, il n'y a pas de libre arbitre, puisque c'est un élément aléatoire qui c'est soit aléatoire, soit complètement déduit de tes expériences passées, soit complètement aléatoire, soit un mix des deux. Ouais. Soit un mix des trucs déduits de ton passé et un truc aléatoire. Et tu n'as pas la main sur à quel point c'est aléatoire ou pas. C'est pas toi qui choisis ça, c'est juste le fonctionnement des molécules, etc. Donc à partir de là, le concept même de libre arbitre pour moi n'a aucun sens.
Ça ne veut juste rien dire. Et par contre, ça n'a aucun sens d'un point de vue d'un modèle qui expliquerait des choses. Par contre, ça a énormément de sens d'un point de vue évolutif. Parce qu'on a besoin de croire au concept de libre arbitre pour être des êtres efficaces et qui sont les plus capables possibles. Parce que si demain... parce que je sais que le libre arbitre n'existe pas, mais si demain je me lève en me disant je n'ai aucun libre arbitre, le concept de libre arbitre que l'humain a inventé, je l'enlève moi de mon logiciel, quoi, en gros. Ouais. Et ben je tombe dans le nihilisme et c'est une catastrophe. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est tu dois comprendre que du coup tes choix sont déterminés et qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais tu dois aussi comprendre que le fait de croire au libre arbitre est une des choses qui rentre en compte dans les choix futurs que tu vas faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une des croyances. C'est une des croyances qui détermine les choix futurs. Et je préfère que mes choix futurs aient dans leur set de conditions de départ, que je pense que je peux changer les choses, que je ne suis pas limité par quelque chose qui aurait été créé à l'avance, etc. Et des fois, quand je pense à tout ça, je me dis, mais c'est fou, quoi. J'ai une chance folle d'être tombé sur telle vidéo à tel moment, tel créateur de contenu à tel moment, parce que en fait, ça me met dans des timelines, tu vois, de comment je peux me développer, comment je peux penser le monde, etc., dans lequel je pourrais ne jamais tomber, tu vois. J'aurais pu devenir doomer. Totalement, mais on aurait pu tomber sur certains créateurs de contenu. Et c'est pour ça que je comprends pas du tout les nihilistes. Normalement, si tu es nihiliste et que tu penses qu'il y a aucune raison d'être de quoi que ce soit, bah tu comprends que vu qu'il y a aucune raison d'être de quoi que ce soit, c'est à toi de créer les raisons d'être enfin je sais pas. Tous les nihilistes ont un jour été enfants et ont un jour rigolé. Donc ils devraient être les premiers à se rendre compte que rigoler c'est plus marrant que de ne pas rigoler, et que du coup même si tu penses qu'il n'y a aucun sens à quoi que ce soit, bah au moins augmente le nombre de temps où tu rigoles dans ta vie. Et maintenant voilà, t'as un objectif. Waouh, on a trouvé un objectif. Waouh. C'est toute la philosophie résolue. C'est fou. En fait le but c'était d'avoir du fun. De la vie, le but de la vie depuis le début. Ouais, alors je suis en train de regarder pour donc la question c'était sur le compatibilisme. Donc le compatibilisme est une théorie philosophique selon laquelle le déterminisme et le libre arbitre sont compatibles. Elle s'oppose à l'incompatibilisme, waouh, qui affirme que le libre arbitre et le déterminisme ne peuvent pas coexister. Donc selon les compatibilistes, il est possible d'être à la fois déterminé et libre. Ça semble paradoxal car le libre arbitre désigne précisément la capacité de l'agent à s'autodéterminer. J'essaie de comprendre en fait, est-ce que ce que tu viens de dire là, c'est une take compatibiliste en gros? Je pense que ça s'inscrirait là-dedans, puisque comme je te dis, moi je pense pas que le fait que les choses vont avoir une seule manière d'avoir lieu, je pense pas que ça remette en question le fait que toi tu peux changer les choses telles qu'elles sont dans le présent et donc écrire ton avenir. C'est juste que il n'y a pas une infinité de manières de l'écrire. Il va t'arriver une vie. Si on remonte le temps, qu'on remet play, selon moi, il va t'arriver la même vie. Par contre, cette vie-là, elle est... Tu vas la vivre en ayant en ayant tes propres choix. Encore une fois, le concept de libre arbitre, pour moi, il est vraiment étrange, donc j'ai du mal à dire en ayant du libre arbitre. Mais c'est un peu ce que ça sous-entend, quoi. Moi, c'est marrant parce que ces sujets-là, ils m'intéressaient beaucoup plus quand j'avais, quand j'étais plus ado, genre j'avais 15 ans, 16 ans. Je me souviens en cours de philo, on a évoqué tous ces trucs-là. Mais je sais pas, dans la situation actuelle, j'ai aucune motivation à aller me renseigner sur les théories métaphysiques de ce type. Après... c'est utile quand même. C'est utile. Alors, je peux reconnaître pour débattre, dans certains contextes. Pourquoi? Il y a deux grosses raisons pour lesquelles c'est utile. Premièrement, ça peut changer ton système de valeurs profondément. C'est-à-dire des questions philosophiques comme ça peut changer profondément ton système de valeurs. Il y a, et deuxièmement, d'un point de vue de la justice, donc du coup on retombe sur le système de valeurs, de comment tu juges les gens.
Et comment tu veux que la justice fonctionne dans une société? Si tu crois au libre arbitre ou si tu penses que le libre arbitre n'existe pas, tu vas pas juger de la même manière les gens. Et tu vas pas avoir les mêmes objectifs dans la manière dont tu les juges. Donc là, pour le coup, ça va être la discussion sur est-ce que la justice doit être punitive ou réhabilitatrice. Et ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait ceux qui pensent que le libre arbitre existe vont dire que la justice doit être punitive puisque tu avais le libre arbitre, tu as décidé de faire ça, tu vas être puni. Ceux qui pensent que le libre arbitre n'existe pas vont souvent être pour une justice réhabilitatrice en se disant cette personne-là a eu des circonstances de vie qui l'ont poussé à agir de cette manière-là. Il faut trouver un moyen, si c'est possible, de changer ces circonstances de vie pour qu'elle puisse réintégrer le circuit social et ne plus provoquer ce genre d'activité, ce genre de choses. Alors, il faut aussi, il y a des extrêmes dans ces deux positions. Hein. Il faut aussi comprendre que même pour quelqu'un qui serait, qui pense que le libre arbitre n'existe pas, il y a des conditions qui ne dépendent pas que de ton environnement de vie et de la manière dont tu as été élevé. Il y a des conditions qui sont profondément ancrées dans l'être de la personne, mais même du coup ces conditions-là ne dépendent pas des choix de la personne. Et donc faut pas la punir. Par contre, elle est pas forcément réhabilitée. Tu peux pas forcément la réhabiliter dans ces cas-là. Mais tu dois pas forcément la punir non plus. Tu vois, si quelqu'un est par nature je vois. Non, j'avoue. Sociopathe, elle va faire des trucs horribles. Mais la punir sert pas à grand chose. Tu vas devoir du coup mettre en place un système où elle va être traitée, tu vois, pour pas qu'elle puisse mettre en danger les autres. Mais elle a pas décidé d'être sociopathe, cette personne, tu vois. Non, je veux dire sociopathe dans le sens vraiment psychiatrique du terme, hein, pas genre quand tu parles de quelqu'un que t'aimes pas, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense que du coup, ça répond à la question, hein, donc plutôt favorable du coup à la théorie compatibiliste. Ouais. Même si après, c'est sur la définition de libre arbitre où toi, tu penses vraiment le concept en lui-même ne semble pas très compatible. Bah, juste donne-moi une définition de libre arbitre. Ouais, je vais surtout pas te donner une définition de libre arbitre. Je vais surtout pas m'aventurer à faire une chose pareille. Bon bah voilà. Moi je suis chaud. On est tous déterminés. Mais du coup, est-ce qu'on est déterminé à faire gagner la gauche en 2027 ? Est-ce qu'on est déterminé ? Moi, je crois que c'est pas le même déterminé. Je crois que t'as pas compris du tout la Moi, question. Je suis déterminé. Moi, je suis déter. En tout cas. Bon, alors, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser. Mais à ce stade, on va sans doute y répondre la semaine prochaine. Vous pouvez les poser entre les épisodes. Et ça nous fera vraiment plaisir parce que vous permettez de soutenir cette émission et de la permettre de continuer un rythme hebdomadaire sans publicité, sans vous parler de VPN, sans vous... ou de choses comme ça. Après, c'est votre choix. Hein. Peut-être pour la semaine prochaine, il y aura peut-être une pub VPN en plein milieu. On verra en fonction du niveau de don. Allez les gens. Mais dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.